Et pour discuter justement des demandes des différents partis à l'égard de cet énoncé économique de la ministre Freeland, je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Sean Casey, pour les conservateurs, Richard Martel, pour le Bloc québécois, Jean-Denis Garon et pour le NPD, Alexandre Boulris. Panel masculin ce soir. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Sean Casey, je commence avec vous des libéraux parce que, bon, on est en pleine crise de l'inflation. Les ménages canadiens, on le sait, sont pris à la gorge. La ministre Freeland a déjà prévenu que le gouvernement ne pourra pas aider tout le monde. À quoi les Canadiens peuvent-ils raisonnablement s'attendre de votre gouvernement jeudi? Ils peuvent s'attendre à ce qu'on va continuer à bâtir une économie qui va fonctionner pour tout le monde. Ils peuvent entendre qu'on va continuer à aider les moins nantis, comme on a fait avec notre décision de doubler la prestation pour le TPS. On a introduit le projet de loi C-31 qui est maintenant dans le Sénat pour aider les locataires à faible revenu et aussi des familles avec le soin dentaire. Donc, on va continuer à aider les moins nantis, mais vraiment, le but est de construire une économie qui fonctionne pour tout le monde. Oui. Du côté des conservateurs, Richard Martel, votre chef Pierre Poilievre a fait parvenir une lettre à la ministre des Finances en fin de semaine pour lui demander de geler les impôts, geler les taxes, dont la taxe sur le carbone. Vous demandez qu'on gèle aussi toute nouvelle dépense. Est-ce qu'au contraire, c'est pas le temps d'aider les plus défavorisés, ceux qui ont de la difficulté là, à payer leur épicerie? Au cours du dernier mois, 1,5 million de gens ont eu affaire avec les banques alimentaires, absolument. Alors, puis ça, c'est une hausse de 35 depuis 2019. Alors, les gens ont besoin de respirer. Les gens ont de la difficulté à arriver, ils ont de la difficulté à payer leur hypothèque, puis l'inflation monte en flèche. Le gouvernement libéral a dépensé, durant la pandémie, 500 milliards de dollars. Savez-vous que la moitié de ces dépenses-là ne sont pas justifiées? On ne sait pas où est allé l'argent. Alors, à un moment donné, on demande au gouvernement de geler, de ne pas hausser les taxes et les impôts, de ne pas hausser non plus la taxe carbone, puis aussi les charges sociales qui veulent augmenter le 1er janvier. On ne veut pas. À l'inverse, complètement au NPD, Alexandre Boulris, bon, on sait que vous avez conclu une entente pour assurer la survie des libéraux minoritaires aux communes jusqu'en 2025. Qu'est-ce que ça va vous prendre, vous, dans la mise à jour économique de jeudi pour continuer justement à appuyer ce gouvernement? Bien, on veut voir c'est quoi le plan de match, c'est quoi la stratégie du gouvernement. C'est pour ça que M. Singh a envoyé une lettre au premier ministre Trudeau là, pour demander des choses dans cet énoncé économique. Je pense que c'est important. On est peut-être à la veille d'une récession on s'est auto-infligé avec une hausse trop brutale puis subite des taux d'intérêt. Puis l'inflation, là, c'est pas créé parce que les gens, en ce moment, ils ont trop d'argent dans leur poche puis que le gouvernement il a trop dépensé. C'est créé en bonne partie par la cupidité puis l'avarice des grandes compagnies parce qu'on le voit, là, en ce moment, les profits augmentent 2 fois plus vite que l'inflation puis les salaires, ils augmentent 2 fois moins vite que l'inflation. Alors, il va falloir être capable de s'attaquer aux profits excessifs des grandes compagnies, mais également d'avoir une vraie réforme d'assurance-emploi, parce que s'il y a des pertes d'emploi qui s'en viennent, on ne peut pas compter sur le vieux programme des conservateurs maintenu par les libéraux où la majorité des travailleurs et des travailleuses n'ont pas accès à des prestations. C'est le genre de choses qu'on veut voir dans l'énoncé jeudi. Au Bloc québécois, maintenant, Jean-Denis Garon, vous, ce que vous voulez voir dans l'énoncé de jeudi, ça demeure votre principale demande, finalement, les hausses de transferts en santé vers les provinces. Aujourd'hui, vous avez reproché au gouvernement de faire du chantage sur le dos des malades parce qu'il refuse, ce gouvernement, de tenir une rencontre fédérale provinciale pour discuter des transferts en santé. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste par faire du chantage sur le dos des malades? Bien, il y a d'abord ça, Mme Bégin, il y a la question des transferts en santé. Il y a 10 premiers ministres des provinces qui demandent des transferts inconditionnels et le gouvernement essaie de trouver des subterfuges pour le refuser. Maintenant, si je peux me permettre de parler de la mise à jour économique, écoutez, là, au dernier budget, là, il n'y avait ni le mot inflation, ni le mot récession dans ce budget-là. Alors, c'est pas une surprise qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui navigue à vue avec toutes sortes de petites mesures mal faites. On l'a vu avec C-30, C-31. À ça, ajouter le fait qu'on a une ministre des Finances aux États-Unis
États-Unis, qui contredit le premier ministre ici, qui contredit le ministre de l'Environnement qui défend des projets pétroliers. En plus de ta petite semaine, il n'y a même plus de pilote dans l'avion. Alors nous, le message qu'on va marteler, c'est le suivant. À l'approche d'une récession qui est hautement probable, le rôle fondamental du gouvernement, c'est de stabiliser l'économie. Le principal stabilisateur de l'économie, c'est un système d'assurance-emploi qui fonctionne, qui est accessible, où il n'y a pas de trou noir, où on a un nombre d'heures de qualification qui a de l'allure et on le demande depuis des années et le gouvernement se refuse de le faire. Le deuxième pilier, ce sont les aînés qui sont fortement frappés par la crise inflationniste et qui vivent sur des revenus fixes. Alors, nous, ce n'est pas une surprise. On demande à ce que les aînés de 65 à 75 ans, qui, je le rappelle, ont travaillé toute leur vie pour avoir le droit à leur chèque de pension, que ces gens-là soient traités équitablement par rapport aux autres aînés. Et ça vient dans le grand rôle de stabilisation du gouvernement. Il faut qu'Ottawa revienne aux fondamentaux, arrête aux provinces de dire aux provinces quoi faire, arrête de se lancer dans toutes sortes de mesurettes et que Ottawa commence à faire son travail, le travail de base qu'il doit faire. Et ça a été oublié au cours des dernières années, ça. Donc, assurance, emploi et aînés, transfert en santé également? Alors absolument. Le transfert en santé, les transferts en santé, c'est central. On l'a vu pendant la pandémie, les systèmes de santé craquent de partout. C'est le principal service offert par le Québec et par les provinces aux citoyens. Donc, c'est de base. Alors, on ne peut plus accepter ce constat-là que les provinces sont mal financées, qu'Ottawa n'a pas un rôle urgent à jouer ou qu'Ottawa doit dire aux provinces quoi faire. Ottawa gère à peu près aucun hôpital et n'a jamais été dans ces opérations de terrain-là. Alors, c'est une évidence et nous, on espère qu'à un moment donné, le gouvernement fédéral, M. Trudeau, vont voir un peu la lumière et vont se rendre à l'évidence que les provinces ont besoin de financement stable, prévisible, inconditionnel et substantiel. Sean Casey, des libéraux, je retourne à vous. On vient d'entendre M. Garon, bon, l'assurance-emploi, les aînés, mais aussi les transferts en santé parce que, comme le dit le Bloc, le système de santé est en crise au sortir de cette pandémie. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça se retrouve dans l'énoncé économique de jeudi? Sur l'assurance chômage, j'en doute parce qu'il y a une modernisation qui est en vigueur maintenant. Il y a des consultations qui sont lieu partout au Canada. C'est dans la lettre de mandat de la ministre Qualtrough. Donc, il y aura une modernisation de programme d'assurance chômage, sans doute, mais pas cette semaine. Ça, c'est la première réponse. Envers les aînés, il y a beaucoup d'aînés, à peu près une moitié, qui vont profiter de notre décision de doubler le rabat pour le TPS. Il y a un autre grand nombre qui vont profiter de notre aide pour les locataires moins nantis. Donc, il y a un peu d'aide là maintenant, mais on va continuer. On va continuer à aider ceux qui sont le plus affectés, ceux qui sont le plus vulnérables. C'est ça qu'on fait. Nous ne croyons pas dans l'austérité. On a vu ça surtout dans ma région et ça ce n'est pas notre idéologie, ça ce n'est pas une bonne stratégie pour faire accroître l'économie. Oui. Richard Martel, des conservateurs, je veux revenir avec vous parce que vous demandez, je le disais d'entrée de jeu, le gel la taxe carbone. Bon, on sait que la semaine prochaine, c'est la COP27 là, sur l'environnement et les changements climatiques. Est-ce que, alors que, évidemment, l'environnement, la lutte au changement climatique, c'est l'enjeu de l'heure, est-ce que l'inflation, c'est une raison pour en faire moins, pour lutter contre les changements climatiques? On sait tous et toutes que c'est important, les changements climatiques, bien sûr. Là, présentement, les gens ont besoin de respirer. Au niveau des finances, tout le monde est serré. Comme je vous dis, ça va coûter 6 000 $ pour cette année pour payer leur hypothèque, 6 000 $ de plus. Puis je me souviens qu'en 2015, ce gouvernement-là a commencé à dépenser dès le début. Ensuite de ça, il nous disait qu'il voulait stimuler l'économie, puis il investissait dans l'économie, mais l'économie allait bien. Alors, il n'y avait aucunement besoin d'investir à ce moment-là. Puis nous autres, on disait comment ça, qui garoche de l'argent comme ça? Tantôt, on va avoir des périodes plus difficiles, puis là, on va avoir besoin du gouvernement. Ensuite de ça, il faut créer de la richesse, puis de plus en plus, nos investisseurs étrangers ne veulent pas venir investir ici. Alors, à un moment donné, dépense après dépense, on veut absolument que ce gouvernement-là contrôle leurs dépenses.
Durant la pandémie, Arrivcan nous a coûté une fortune, n'a pas été vraiment efficace. On a donné de l'argent à la PCU parce qu'on avait besoin de PCU à un moment donné, mais à un moment donné aussi, il fallait la contrôler. Ouais. Cette PCU-là, on en a donné aux prisonniers, on en a donné aux employés du gouvernement qui n'en avaient pas besoin, des subventions salariales, on en a donné à des entreprises qui n'en avaient pas besoin. Alors là, aujourd'hui, on est prêt avec une inflation qui fait mal. Bon, Alexandre Boulris, je vais finir avec vous. Il nous reste même pas 30 secondes. J'ai l'impression de me répéter quand je reçois en entrevue des gens du NPD. Est-ce que vous avez fait tout à l'heure votre liste de demandes en vue de l'énoncé de jeudi? Est-ce que votre formation politique pourrait finalement retirer son appui au gouvernement pour le maintenir en vie jusqu'en 2025 si vous n'avez pas ce que vous voulez dans l'énoncé de jeudi? C'est toujours une possibilité, hein? C'est pas un contrat ferme, on s'est pas marié. Il y a des conditions, il y a 27 choses qu'on a négociées. On a forcé les libéraux à doubler le crédit d'impôt sur la TPS. On a également les soins dentaires pour les enfants qui peuvent être remboursés dès cette année. L'année prochaine, les adolescents, les aînés. Mais c'est un ensemble. On veut voir un plan de match, on veut voir de l'action où on va être capable d'avoir le courage de s'attaquer aux grandes entreprises puis aux riches PDG qui font beaucoup d'argent sur le dos des gens en ce moment. C'est ce qu'on espère avoir jeudi avec cet énoncé économique. Alors, à suivre jeudi, on verra la réponse du NPD. Paul Casey, voilà. Richard Martel, Jean-Denis Garon et Alexandre Boulris, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.